Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Daniel Villa Montero, le directeur pédagogique chez Alira, l'école blockchain, mais aussi surtout aujourd'hui l'auteur d'une bande dessinée qui va sortir dans les prochains jours. Bonjour Daniel, c'est un plaisir de te revoir dans ce podcast. Comment vas-tu ? Salut Thibaut, toujours un plaisir de te revoir aussi. Écoute, je vais bien, un tout petit peu fatigué. Nous avons des rentrées de 3 parcours la semaine prochaine. Et en même temps, voilà, comme tu le sais, comme tu l'as très bien décrit, je sors un ouvrage qui sort d'ici quelques semaines, donc ça prend une certaine énergie d'en parler à droite et à gauche, mais c'est nécessaire. Je suis 2 fois plus actif que d'habitude et je ne chômais pas avant, donc je suis très heureux. C'est ça. Tu as 2 emplois du temps en un maintenant et c'était déjà compliqué, donc c'est là encore plus. Mais merci en tout cas de prendre du temps pour être dans cet épisode-là pendant une bonne demi-heure ensemble parce qu'on va vraiment aborder justement ta bande dessinée qui est vraiment l'événement de cette fin d'année dans l'univers crypto, on va dire. Tu t'es déjà présenté un peu dans le premier épisode qu'on a fait ensemble, c'est l'épisode 21 pour ceux qui veulent commencer par celui-là. Au moins, on aura ton parcours, on aura ton activité chez Alira, ta vision de Bitcoin, des cryptos, ça permettra vraiment déjà de poser le cadre. Donc, ceux qui veulent aller à l'épisode 21 avant d'enchaîner. Donc là, on va se concentrer sur ta BD, le fruit de nombreuses journées de travail, j'imagine, pour connaître un peu le milieu de l'édition, le milieu de la publication de livres. Ça prend beaucoup de temps, c'est un gros boulot. Ta BD crypto, elle s'intitule comment ? Est-ce que tu peux nous la présenter et nous dire comment t'es venue l'idée d'écrire cet ouvrage ? Alors, la bande dessinée s'intitule Alice au pays des cryptos. Donc, comme tu peux l'imaginer, on prend naturellement des références, on va dire, assez connues et aussi très, très familières. Alice au pays des cryptos, ce titre-là, pour moi, a 2 sens. C'est une BD qui a plusieurs lectures, on aura l'occasion d'en reparler. Et ce titre a 2 lectures parce que, d'un côté, c'est un ouvrage qui représente bien le fait de tomber dans ce fameux terrier de lapin et de découvrir quelque chose de totalement, qui, d'une certaine manière, change radicalement notre manière de voir le monde. En cela, les cryptos et Bitcoin surtout font un travail merveilleux. Et surtout, Alice ainsi que Bob et Charlie sont les 3 initiales ABC, qui sont utilisées en cryptographie pour tous les exemples schématiques à l'université, dans les écoles. Alice envoie à Bob des cryptos et Charlie essaie de les agripper. Ce qui veut dire que d'innombrables raisons, Alice est un prénom qui est très bon pour une bitcoineuse. Hein. On a beaucoup de chemin mène à cela. Alors, comment m'est venue l'idée de faire cet ouvrage ? Alors, c'est un peu particulier. Je voulais faire un ouvrage sur Bitcoin et la crypto depuis très longtemps. Et en fait, disons que je m'attendais, j'écrivais sur LinkedIn. Tu sais que je prends beaucoup de soin à faire les posts que je fais actuellement. Ça me prend les gens me posent souvent la question, c'est une après-midi entière pour créer un post LinkedIn. Parce que je lis, je relis, enfin bon, je te fais pas le dessin, tu connais bien ce travail-là aussi. Et en fait, à un moment donné, un de mes anciens est contacté par une maison d'édition. Et du coup, cette maison d'édition me contacte en disant, voilà, on voudrait écrire une bande dessinée, un roman, ce qu'on appelle un roman graphique, c'est une bande dessinée un peu particulière, sur la blockchain, sur Bitcoin, sur les cryptos. On nous a dit que vous étiez la personne parfaite pour ça. Est-ce que vous voulez ou pas ? On était dans une période assez rush, c'était en avril 2022. Je me suis dit, bon, ça va flinguer tous mes week-ends pendant 1 an. Est-ce que je dis oui ou non ? Et j'ai décidé de dire oui. Et après, on aura l'occasion d'en parler un peu comment elle s'est construite. Et ça m'a pris effectivement une grande partie de mes week-ends pendant une bonne année. Et à la fin, comme beaucoup de choses qui demandent la cristallisation de beaucoup d'efforts et de beaucoup d'espoir, sa sortie a été, comme tu peux l'imaginer, extrêmement émouvante pour moi. Donc voilà. Oui, c'est ton bébé, c'est ce que tu as produit là ces derniers mois. Et est-ce que tu peux nous dire de quoi va parler cette BD sans évidemment spoiler? L'idée, c'est quand même que les gens découvrent vraiment et vivent cette aventure en lisant cet ouvrage. Mais est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous dire un peu de quoi parle cette BD pour l'audience? Est-ce que ça va parler à ses tech, à ses cas d'usage?
Est-ce que ça s'adresse aux débutants? Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch sans trop aller dans les détails, mais quand même pour que les gens puissent se rendre compte, qu'ils sachent à quoi s'attendre, quoi? Ouais. Alors, je vais raconter assez simplement l'histoire. Alice est une étudiante en art. Cette étudiante subit le décès d'une grand-mère pour laquelle elle a beaucoup d'estime. C'est une grand-mère espagnole qui a connu la guerre civile et la dictature de Franco et qui, pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, a une aversion toute particulière pour l'autorité qu'elle va transmettre à sa fille. Enfin sa petite fille en l'occurrence. Et sa petite fille, en fait, qui va être étudiante à l'art, surtout avec cet héritage. Elle ne veut pas le déposer dans la banque, elle ne peut pas l'investir, elle ne veut pas la confier à n'importe qui. Et elle va découvrir Bitcoin et les cryptos. Elle va donc décider d'investir dans Bitcoin. Puis le Covid va arriver et elle va vivre tout simplement le bull run. Ça veut dire que globalement, à part ce personnage qui est naturellement une fiction et imaginaire, tous les autres événements qui englobent en fait le parcours d'Alice sont des événements réels, hein, puisqu'on retrace le bull run, donc avec cette phase d'euphorie, avec naturellement le phase de correction de marché, la redescente, la crise de Terra Luna. Donc on va vivre en fait tous ces événements-là, mais sous le regard de cette personne-là. Et au fur et à mesure en fait qu'on vit la vie d'Alice à ce moment-là, avec des amis qui vont lui poser des questions, on va nous personnes qui ont vécu cet écosystème-là déjà revivre plein de choses qu'on a vécues à ce moment-là par ces yeux-là. Donc en fait, je raconte l'histoire, mais en gros, vous la connaissez déjà parce que vous connaissez déjà ce qui s'est passé pendant ce bull run. Mais ce qui va être le plus important, c'est de découvrir en fait qu'est-ce que c'est que vivre un bull run. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il y a de très nombreux ouvrages qui parlent de comment fonctionne Bitcoin. On a de très nombreux ouvrages qui expliquent ce que Bitcoin et les cryptos et la blockchain apportent comme cas d'usage, comme révolution technologique, comme révolution sociale. Il y a beaucoup voilà, de très grands textes là-dessus, mais on n'a quasiment pas d'histoire de gens vivant ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas une histoire. C'est comme si, par exemple, je te prends l'exemple des avions de chasse. On a plein de manuels d'avions de chasse. On sait très bien comment c'est construit. Il y a plein de manuels pour dire que l'aviation militaire, c'est très important pour le champ de bataille, mais on n'a pas écrit Top Gun. Voilà, on est vraiment dans ce monde-là. On explique les choses, mais on ne raconte pas l'histoire de ces choses-là. Donc j'ai décidé d'écrire cette histoire. Et ça a été vraiment en accord naturellement avec le dessinateur Nicolas Ballas, que je salue et que j'embrasse, puisque j'estime beaucoup. On s'est dit qu'en fait, c'est ça qui manquait. On ne voulait pas faire un énième manuel qui explique comment fonctionne Bitcoin et de la blockchain. Déjà parce que je le fais à longueur de journée, donc je trouvais peut-être la chose un peu ennuyante à force. Mais c'est surtout parce qu'en fait, si on veut comprendre ce qu'est être pilote de chasse, si on veut comprendre pourquoi il y a des gens qui veulent être pilote de chasse, pourquoi ces choses-là sont importantes, il faut regarder Top Gun. Il ne faut pas regarder un manuel Wikipédia de comment fonctionne un avion. Donc c'est ça le parti pris qu'on a eu. Donc c'est l'histoire de quelqu'un. Il y a plusieurs lectures. Parce que d'un côté, celles et ceux qui sont dans le métier comme toi vont inévitablement voir plein de choses que les gens ordinaires qui lisent cette BD ne le verront pas, parce qu'il y a des petits messages cachés. Et parallèlement à ça, l'objectif a été d'en faire l'ouvrage le plus accessible possible. Ça veut dire que à chaque fois qu'un terme technique, qu'un concept technique est abordé, il y a des schémas explicatifs, donc c'est sous la forme de dessin avec un tout petit peu de texte. Donc voilà, ce sont des heures et des heures de travail pour faire en sorte que sur une page, on ait les schémas les plus complexes et à la fois les plus accessibles possibles pour que tout le monde comprenne bien. Et l'avantage qu'il y a, c'est que si à un moment donné, la technique vous ennuie, vous pouvez zapper le schéma et continuer l'histoire et ça se passe très bien quand même. Ça veut dire que vous pouvez lire l'histoire d'Alice. Techniquement, on vous donne de quoi expliquer, mais si vous ne vous intéressez pas à la technique, c'est pas grave, ça reste tout de même une belle histoire. Et en fait, pourquoi on a pris ce parti-là? Parce que tu sais, enfin Thibaut, on en a parlé déjà une fois, on vit dans une période un peu folle. On vit à 100 à l'heure, métro, boulot, dodo. Moi, j'ai pas de métro parce que j'ai les chances inestimables de bosser chez moi, mais il n'empêche quand même qu'on vit à 100 à l'heure pour autant. Et en fait, quand arrive le soir, quand on a un peu de temps pour nous, et ce temps-là est rare et précieux, c'est pas évident de lire un livre, c'est pas évident de lire un manuel. Par contre, une BD, c'est quand même plus facile. Tu vois, tu peux imaginer quelqu'un qui rentre du boulot et qui ouvre une BD ou qui regarde une série Netflix. Ça veut dire, quand on a fini la journée, on veut bien voir des histoires. Et pendant des années, parmi les 1000 apprenants qu'on a formés chez Alira, il y en a plus de 1000 maintenant qui sont sortis des rangs, on m'a très souvent posé cette question, mais régulièrement,
Daniel, pour expliquer à mon père, à ma mère, à mon épouse, à mon époux, à mes enfants, à mon beau-frère, à mes amis, à mes collègues de boulot. J'ai envie de leur expliquer un tout petit peu ce que c'est que ça. Parce que quand tu fais des formations chez Alira, c'est que tu as déjà fait un grand schéma en toi-même et que tu veux en faire une partie de ta carrière professionnelle. Mais il y a aussi des gens qui sont un peu curieux et il y a pas, on peut pas renvoyer un master in Bitcoin à quelqu'un qui veut comprendre ce que c'est que Bitcoin. Et alors toi, tu as effectivement t'as fait des très beaux ouvrages qui sont un peu thématiques sur certaines blockchains, mais en général, un truc général, il y a rare. Et en fait, une bande dessinée en disant voilà, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui découvre ce monde-là. Bah voilà, tu veux comprendre ce que c'est que pilote de chasse, bah voilà, ça c'est une BD, ça s'appelle Top Gun. Et c'était ça en fait l'idée, c'est de faire en sorte d'en faire une arme d'éducation massive. Ça veut dire que toute personne qui veut être un tout petit peu curieuse et qui veut se dire je veux bien donner la chance à essayer de comprendre de quoi on parle, eh ben je leur donne en fait l'ouvrage qui, pour moi, à mon sens, est le plus accessible possible. Incroyable. Eh ben, écoute, tu as donné énormément d'éléments là en quelques minutes. Alors je reviens sur plusieurs choses que j'ai notées. Déjà d'une, tu t'inspires donc de faits historiques passés. Tu l'as mentionné avec, du bon et du moins bon, hein. Et notamment, je pense que ça va permettre aussi d'insister sur les risques du marché au sein de la bande dessinée, hein. Tu l'as mentionné, Terra Luna, enfin voilà. Je pense que c'est important parce qu'on ne le dit jamais assez, hein, finalement, que c'est très risqué et qu'il faut vraiment se méfier, il faut vraiment être, faut bien prendre ça avec l'apprentissage et il faut se poser avant de se lancer sur ce marché, hein. L'autre élément que j'ai noté, c'est que tu veux, effectivement passer le message à travers une histoire, que ce soit un peu ludique, que ce soit plus à la cool effectivement qu'un ouvrage, très un peu pompeux. Ça me fait penser, justement, on avait déjà parlé de ça dans l'épisode 21, c'était le mystère de Satoshi qui reprend un peu ça, qui traduit ça, hein, Exactement. sous forme d'histoire et c'est un reportage fantastique. Vraiment, j'incite les gens à aller le voir. Si ceux qui écoutent ce podcast n'ont toujours pas vu ce fameux reportage Arte, Le Mystère Satoshi, allez-y, ça prend 1 heure et vous sortirez de là bien plus compétent sur Bitcoin. C'est fantastique le travail de Rémi Forte sur ce sujet. Donc, je pense que toi, tu as un peu appliqué le même schéma, c'est-à-dire l'efficacité de ce qu'a fait Rémi Forte visuellement dans son reportage, mais au sein d'un ouvrage papier. Et je trouve ça fort et je pense, moi je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas encore eu cette chance, mais je pense que ça va être vraiment l'ouvrage qu'on va pouvoir recommander un peu à tout le monde qui veut découvrir ça. Comme tu le dis, tu peux à la fois te creuser en regardant les schémas, mais pas forcément le faire si tu as envie de ne pas te prendre la tête avec ça. Donc c'est parfait. Et ça me parle beaucoup parce que moi, c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire avec mes petits bras, de faire des schémas, de vulgariser au maximum. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On va revenir juste sur, bah voilà, tu as mentionné la personne qui a beaucoup travaillé avec toi, Nicolas Ballas, c'est ça, si je dis Mm, pas de bêtises. tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tout ça s'est mis en place pour, du début, donc du moment où tu as commencé à imaginer les premières scènes, les premiers enchaînements, les différents mécanismes que tu as voulu implanter tout en restant simple, à l'arrivée, la ligne finale où tu publies enfin ton ouvrage. Comment ça s'est passé la discussion avec Nicolas et est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce qu'il y a eu des problèmes? Voilà, est-ce que tu peux nous faire un retour là-dessus? Oui. Alors, bah, en l'occurrence, d'abord, le premier contact, c'était de définir l'histoire. Donc, il y a un premier texte qui est relativement court, qui explique en fait, bah, c'est l'histoire de quelqu'un qui va clac, 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 et tu détailles un tout petit peu. Puis, très rapidement, il faut sortir de cette limite-là et aller en fait un peu plus loin. Et trouver naturellement, bah, tout simplement l'illustrateur qui va pouvoir réaliser ça, parce que je dessine extrêmement mal. Je sais faire des schémas, mais ce qui a aussi été un véritable apport de la part de Nicolas, c'est qu'il a dû naturellement comprendre tous les enjeux, enfin tout ce qu'on se disait, pour pouvoir schématiser aussi un peu à sa façon, un peu à sa sauce, avec des personnages, d'une manière que je serais complètement incapable de faire. Donc en fait, c'est des schémas un peu à la crayonnée. Ce que je veux dire, c'est pas des schémas d'école qui sortent d'un logiciel de création de schémas. C'est exactement le schéma que vous ferait un dessinateur qui est un peu talentueux et qui gribouille ça sur une feuille de papier. Donc on a d'abord eu ce premier texte et je salue Sophie Kaya qui est la présidente des éditions de Faubourg, qui sont l'édition qui publie en fait cet ouvrage. Et donc on a dû choisir le dessinateur. Alors donc on a une liste, dit bah tiens, est-ce que tu aimes ce dessinateur, est-ce que tu aimes cette dessinatrice, donc on voit les différents types et c'est assez particulier, hein. Enfin, franchement, pour toutes celles et ceux qui ont un peu de plume, je les encourage à faire une bande dessinée parce que c'est complètement unique comme expérience, parce qu'on a une histoire en tête et on vous dit quel aspect graphique veux-tu que cette histoire ait en fait. Donc il y a une véritable recherche. Donc
Il s'avère que j'aime beaucoup la BD. Il s'avère que je me suis quand même pas mal intéressé à ce milieu-là en étant jeune. J'ai une bibliothèque entière et à un moment donné, je tombe sur effectivement ce dessinateur-là et je vois qu'il a participé à une série de bandes dessinées sur Toulouse, donc la ville de Toulouse, son histoire et tout ça. Et il a participé, c'est pas sa BD, il y a contribué fortement, mais c'est pas son objet. Et je la trouve merveilleuse. Et je me dis, bah, je veux bosser avec quelqu'un qui a participé à ça parce que c'est un bel objet. Donc, s'il y a un peu de lui dans cet objet-là, je veux le retrouver dans l'objet qu'on va créer ensemble. Donc après, il y a toute une phase en fait de recherche du personnage. Hein. Le personnage a changé plusieurs fois d'aspect. Euh, et en fait, ce qui est très beau en fait dans cette histoire-là, c'est que c'est sa première vraie BD à lui, donc sa première BD qu'il signe lui-même, sans être seulement contributeur. Et c'est la première BD que moi j'écris aussi. Donc on est tous les deux en fait dans une espèce d'expérience un peu adolescente dans ce métier-là. On crée effectivement notre premier objet, donc c'est vraiment quelque chose d'inoubliable avec toutes les contraintes, avec tout ce qu'il y a. Puis bon, bah, après, tu as la grande phase il y a l'histoire, on fait un storyboard, donc quelque chose d'extrêmement schématisé, extrêmement simple, case par case. Puis une fois que c'est bon, au niveau des textes sont validés, bah, on va compléter tout ça. Il y a une grande phase de correction. On a travaillé aussi avec quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a effectivement été précis sur les termes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il allait même faire des recherches sur Bitcoin et sur blockchain pour être sûr qu'il avait bien compris le sens de chacun des mots. Puis après, la partie illustration, tu as un énorme PDF où tout est dedans. Mais moi qui est un grand cardinal du numérique, qui enseigne les techniques numériques depuis plus de 20 ans maintenant, euh, quand tu passes du PDF au véritable objet, notre cerveau reptilien nous rappelle que c'est quand même très important et qu'il y a quelque chose à toucher ce que l'on crée. Et c'est peut-être aussi d'une certaine manière la malédiction de Bitcoin et des cryptos et de la blockchain, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose de merveilleux, mais que notre cerveau reptilien ne peut pas toucher. Ne pouvant pas toucher, bah on prend pas, en fait, on prend difficilement au sérieux les choses qu'on ne touche pas, ou qu'on ne voit pas, ou qu'on ne perçoit pas par nos sens de manière directe. Y a qu'à voir en fait la facilité avec laquelle en fait des discours écologiques ont du mal à percer, parce qu'on se dit oui, bon, d'accord, on a un problème de météo, mais dans longtemps. Et on continue pour beaucoup d'entre nous malheureusement à avoir des comportements extrêmement irresponsables parce qu'en fait on ne voit pas des tsunamis dans le visage, on ne voit pas les sécheresses, on ne voit pas en fait les conditions, enfin les choses horribles qui peuvent arriver à terme. Et en fait notre cerveau reptilien ne voyant pas les choses pense que c'est pas vrai. Et Bitcoin a ce problème-là. Pour la majorité des gens, Bitcoin n'est pas vrai. Parce qu'en fait, leur cerveau ne l'a pas vu. Alors, pour un informaticien comme moi, qui a l'habitude de manipuler des données, de manipuler des octets, j'ai parfaitement conscience que l'information numérisée est quand même réelle. Pour beaucoup de personnes, c'est pas le cas. Si c'est pas une, t'as qu'à voir par exemple pour les NFT. Les NFT sont pas des images. C'est pas le fait de mettre une image qui est une révolution. C'est le fait que l'adresse de cette image ou en tout cas des références à cette image sont gravées dans un registre décentralisé sans tiers de confiance qui permettent d'en garantir l'unicité d'une forme de propriété. Ben voilà, ça ne se touche pas. Donc inévitablement, les gens se rattachent à ce qu'ils voient, mais pas à ceux qui ne peuvent pas toucher, ne serait-ce qu'avec les yeux. Et en fait, c'est ça qui est que moi, c'est pour ça qu'en fait, je voulais que ce soit pas une vidéo, pas une BD PDF, mais une vraie BD, pour qu'il y ait vraiment cet aspect-là touché. Et le travail de Rémi Forte est merveilleux, hein, parce que bah, effectivement, on touche avec nos yeux cet objet-là, parce qu'en fait, on peut dire absolument n'importe quoi sur ce qu'on ne connaît pas. Ça veut dire quelqu'un ne sait pas quelque chose, ne connaît pas bien un domaine, on peut absolument lui faire dire, enfin, on peut lui dire n'importe quoi sur ce domaine-là. C'est pour ça qu'en fait, les nouvelles technologies grouillent d'arnaqueurs. Quand le chemin de fer est arrivé, il y avait plein de fausses compagnies de chemin de fer parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'était le chemin de fer, donc il y avait plein d'arnaqueurs à ce moment-là. Quand Internet est arrivé, que les mails sont arrivés, il y a eu une flopée d'arnaqueurs qui envoyaient des mails avec des arnaques parce que les gens imaginaient que les mails étaient contrôlés, que pas n'importe qui ne pouvait pas envoyer n'importe quel mail. Donc en fait, à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, à chaque fois qu'on est sur un terrain qui n'est pas la zone de confort des citoyens et des honnêtes gens, en fait, on peut dire n'importe quoi. Et c'était pour ça qu'en fait, il était pour moi important que les gens se visualisent cette histoire, s'approprient doucement les clés de lecture suffisantes pour qu'on arrête de leur dire n'importe quoi. Leur dire n'importe quoi, c'est de dire, si tu achètes dans l'investir dans la crypto, tu vas faire x100.
C'est aussi n'importe quoi. Il y a les Allemands qui ont fait une étude qui était merveilleuse. Il y a des scientifiques allemands qui se sont amusés à faire ça. Il y a quelques années, ils ont fait un formulaire en expliquant aux citoyens dans les écoles et tout ça que le monoxyde d'hydrogène était une substance chimique extrêmement dangereuse, qui pouvait provoquer la noyade, qui était massivement utilisée dans l'agriculture aujourd'hui, qu'on pouvait trouver massivement dans les tumeurs de cancer et effectivement dans l'eau qu'on donnait aux enfants. Et en fait, les gens, ils paniquaient, machin et tout, alors qu'en fait, le monoxyde d'hydrogène, c'est l'eau. Ça veut dire qu'en fait, tu peux dire n'importe quoi aux gens s'ils ne savent pas de quoi on parle. Et aujourd'hui, sur Bitcoin, on a dit absolument tout et n'importe quoi, hein, que c'est utilisé par les criminels alors qu'on a un responsable de la gendarmerie qui était à la sortie de Bitcoin pour nous expliquer que c'est une manne pour eux d'utiliser ce genre d'outils parce que tout est traçable. Que c'est polluant, alors qu'effectivement, on a un magnifique article qui a été fait par Alexandre Tachenko pour expliquer que ça utilise de l'énergie qui, dans l'heure actuelle, n'est pas forcément utilisée ailleurs et que d'une certaine manière, ça peut aussi rendre rentable et économiquement opérationnel des usages d'énergie renouvelable. On en dit n'importe quoi, que bon, ça aurait des racines idéologiques fascistes. Donc, on a ce véritable problème qu'on peut faire dire. Enfin, on peut dire n'importe quoi sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, l'objectif de cette bande dessinée, c'est pour ça qu'en fait, vous voulez qu'elle soit accessible, c'est permettre à chacune et chacun, vos amis, votre famille, les gens que vous aimez, vos collègues de bureau, de leur dire, voilà, donne-toi suffisamment de clés de lecture pour savoir de quoi on parle, et tu comprendras que le monoxyde d'hydrogène, c'est de l'eau. Et tu comprendras que Bitcoin, c'est cela. Et ne laisse personne d'autre te dire ce que ça n'est pas. Et ça, pour moi, c'est important parce qu'il y a une étude de Beamstorm qui a été faite l'année dernière. On est parmi une quarantaine de pays qui ont été sondés, dont beaucoup de pays européens, le pays le plus ignare en termes de blockchain et aussi le plus méfiant. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'ignorance et la méfiance? En tant qu'éducateur, j'en suis intimement persuadé. Mais tout de même, c'est assez effrayant. Et quand on regarde, par exemple, sur CodeMap, on mettra les liens sur le podcast pour ceux que ça intéresse, il y a un site qui s'appelle CodeMap qui référence les boutiques, les lieux, les ATM, les endroits où on peut interagir avec du Bitcoin, en l'occurrence. Bah, en fait, c'est effrayant. C'est-à-dire qu'en fait, l'Allemagne, l'Hollande, la Belgique, l'Angleterre, même le nord de l'Italie, une partie de l'Espagne, c'est très rouge, hein, il y a plein de points partout. Voilà, il y a une activité, il y a une adoption en fait dans l'usage des commerçants qui est quasiment vide en France. Il y a un retard culturel effrayant en ce qui concerne ces termes-là en France. Donc c'est pour ça aussi que quand à un moment donné on m'a dit de faire la bande dessinée, je me suis dit je peux enfin aller agir à un endroit où en général j'agis pas tant que ça. Parce que là où j'agis, ce sont des gens, comme tu le sais, qui veulent changer, qui veulent faire des formations pour devenir consultant, expert en DeFi, développeur blockchain. Quand tu veux faire ça, bah, d'une certaine manière, tu es déjà un peu convaincu. Et en fait, ta préoccupation, c'est aussi de convaincre tes proches pour qu'ils acceptent ton virement professionnel. Donc maintenant, il y a déjà cette bande dessinée qui leur permettra peut-être de se réconcilier avec ses proches. Mais pour moi, véritablement, l'objectif, c'est que ce genre de choses se retrouve au lycée. C'est autorisé à plus de 15 ans, à 16 ans, vous pouvez la lire. Hein. Donc ça peut se retrouver au fin du lycée pour que les jeunes personnes qui sortent aujourd'hui, un New-Yorkais sur 5 a de la crypto. Je suis pas persuadé que dans les lycées français, nos jeunes nos jeunes adolescents qui viendront demain des adultes et donc des votants comprennent bien de quoi on est en train de parler. Voilà, c'est tout l'enjeu. Je réponds énormément, Thibaut, n'hésite pas à me Oui. couper si nécessaire. Non, justement, je ne te coupe pas, au contraire, parce que j'adore la façon dont tu enchaînes et où tu pousses la réflexion un peu plus loin. Et je pense que l'audience apprécie vraiment justement de se projeter sur pas mal de choses. Je vais d'abord réagir sur ce que tu as dit et ensuite je te reposerai des questions sur ton ouvrage. Mais effectivement, c'est intéressant de tout ce que tu dis sur le fait que c'est étonnant qu'en France, on a l'impression d'avoir quand même une industrie forte en termes de crypto. Je veux dire, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs Web3, on a une industrie qui se développe quand même assez bien. Et pour autant, effectivement, très peu de commerçants acceptent ça. C'est encore un peu le flou artistique. Je ne sais pas si c'est à cause de la régulation, si c'est à cause de, je sais pas, on est plus frileux. Ce serait intéressant de voir pourquoi on a un retard culturel à ce niveau-là. On sait qu'en Suisse, ils sont bien plus développés à ce niveau-là en termes de start-up, en termes d'activité et tout ça. Donc, effectivement, on prend du retard, on peut le constater. Mais ce serait intéressant de voir d'où ça vient tout ça, hein, et de cerner un peu les mots.
Moi, je peux te donner plusieurs clés de lecture, hein, si tu veux. Bah, vas-y, Alors, n'hésite pas. je vais donner plusieurs clés de lecture. Alors, j'ai eu l'immense chance quand j'étais au lycée d'être au lycée international de Saint-Germain. S'il y a des gens anciens qui m'écoutent, je leur fais des gros bisous. Qui est un lycée qui a, comme son nom l'indique, l'immense qualité, parce que pour moi c'est une qualité formidable, de regrouper énormément de nationalités. J'étais en section espagnole, parce que je suis espagnol d'origine. Mes meilleurs amis étaient allemands, étaient anglais, étaient italiens. En fait, on était tous soit français, mais en fait, il n'y avait pas de français pur. Il y avait forcément un français qui avait une mère ou un père qui était étranger. Et on avait forcément une langue étrangère qui était une partie de nos langues de nos origines, entièrement ou à moitié. Moi, c'était entièrement. Bon, certaines personnes, c'est à moitié. Bon. Et en fait, je suis resté beaucoup ami avec eux et certains d'entre eux sont retournés au pays. Et en fait, j'échange avec beaucoup de non-français. Et en fait, il y a plusieurs choses qui caractérisent l'esprit français. La première, c'est que ici, plus qu'ailleurs, l'argent est tabou. C'est-à-dire que c'est très facile de parler de son salaire dans pas mal de pays. En France, c'est bizarre, on ne parle pas de son salaire. On doit avoir honte, pour une raison quelconque, de mériter de gagner plus d'argent que son voisin, quand bien même sa compétence soit plus rare et qu'on travaille plus dur que son voisin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut imaginer qu'il y ait des injustices salariales qui existent, mais même si ta compétence est plus rare et que tu travailles plus dur, tu auras quand même honte de gagner plus que ton voisin. Donc, il y a un problème avec ça. C'est-à-dire que l'argent est tabou, et donc tout ce qui est je gagne de l'argent est sale, et on arrive à des aberrations complètement folles de voir des grands présidents et des directeurs de banque dire Bitcoin c'est mal parce que c'est de la spéculation. À un moment donné, quand tu es directeur d'une banque, si spéculation est un mot sale à ta bouche, change de métier. Enfin, c'est quand même dingue que des cardinals de l'argent disent que Bitcoin c'est mal parce que c'est de l'argent. Donc ça, c'est un point qui est assez particulier en France. Il n'y a que dans France où on pourra avoir ce genre de langage. Il y a un autre point qui pour moi est assez beaucoup plus lié à l'éducation. J'ai posté il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, on pourra mettre le lien, un post en fait d'un article de recherche que j'avais étudié quand j'étais en thèse. Et qui parlait en fait d'un chiffre qui avait été sorti qui disait que 8% des Français étaient à leur compte. Donc ça veut dire 8% qui sont libéraux, auto-entrepreneurs, petits patrons ou patrons et tout ça. Sous-entendu que en fait les 92 autres pourcents étaient employés, parce qu'on ne comptait pas naturellement ceux qui n'étaient pas en activité. Bon. C'est un chiffre qui date un peu. Peut-être que maintenant, avec le Covid et tous les freelances, à mon avis, ce chiffre a explosé. Mais il n'empêche qu'à cette époque-là, c'était 8%. Et en fait, quand on interrogeait les Français, quand on interrogeait les gens, on avait fait un deuxième sondage a été fait, qui disait qu'en fait, la quasi-totalité des gens disent ah 8% c'est bien, ah là 8% en France, on est la startup nation. Bon, 8% c'est à peu près dans les 10 pires pays au monde. Ça veut dire que la France est un des pays où on a le moins de personnes qui osent ne pas être employées. Donc en fait, déjà cette première information, elle est waouh. Déjà tu dis bon, en fait tu dis je devais être à ton compte. Il y a alors que il y a des quantités d'aides, de facilités administratives qui fait qu'en France, tenter l'entrepreneuriat n'est clairement pas une mission impossible. Bon. Mais il y a quelque chose, peut-être de la part des banquiers, peut-être de la part de la pression sociale familiale, peut-être de la part d'une forme d'éducation qu'on a, que oser professionnellement est extrêmement cavalier. Et surtout, que oser professionnellement est extrêmement cavalier pour tous les autres aussi. C'est-à-dire que ce 8% est considéré comme génial, en fait. Alors qu'en fait, il est relativement médiocre. Et il y a quelque chose en France qui fait que si tu ne prends pas de risque, personne te reprochera de ne pas en avoir pris. C'est-à-dire que l'inaction, le non, je ne changerai pas ma zone de confort, n'est pas, alors je vais pas dire diabolisé, mais n'est pas mal vu. Moi, j'ai toujours eu ces difficultés-là en disant, mais oui, mais le système que j'ai actuellement, ma carte bleue fonctionne bien, pourquoi je m'intéresserais à Bitcoin? Je dis, mais c'est pas parce que actuellement ça va bien que tu vas pas t'intéresser à d'autres choses. Enfin, à un moment donné, dans ce cas-là, on arrête de faire de la recherche. Hein, à peu près, ça va tout bien. On arrête de faire de la recherche, on arrête d'innover, on reste comme ça. Est-ce que la Terre serait horrible si on arrêtait d'inventer des choses? Bah, en cela, on peut se poser la question. Ça peut être un débat. Faut-il arrêter d'inventer des choses et on peut se dire qu'on est allé assez loin. On évitera peut-être le grand filtre et l'extinction de l'espèce avec une IA incontrôlable ou une fusion nucléaire qu'on n'arriverait pas à contrôler. J'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est une vraie question
mais c'est pas écrit dans le marbre que je ne vais pas prendre de risques. Et il y a Rodzi de Découvrons Bitcoin qui a abordé cette question à Surfing, qui était alors c'est pas le taux d'adoption, c'était une masse critique. Ça veut dire que en France plus qu'ailleurs et dans le monde aussi, il faut qu'un certain pourcentage d'une population ait croyance ou conviction dans une technologie, dans une idée, pour qu'en fait la majorité des gens se disent bon, mon voisin, mon cousin, il y croit, donc je vais m'y intéresser aussi. C'est-à-dire, tant qu'on est seul au repas de Noël à dire que Bitcoin, ça mérite d'être intéressant et que tout le monde se moque de toi, il faut être sacrément courageux pour continuer à s'obstiner. Mais dès qu'il y a 3-4 personnes au repas de Noël qui disent oui, mais moi aussi j'en ai, que c'est intéressant, les autres se disent ah, peut-être que je devrais lire la BD de Daniel. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de masse critique, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est très particulier en France. Ça a été pareil pour Internet, ça a été pareil pour beaucoup de choses. Internet, c'est un peu particulier parce qu'on s'accrochait au Minitel qui était un fleuron national et on peut entendre. Sauf qu'on n'a pas de fleuron national qui remplace le Bitcoin. Les systèmes de paiement français ne sont pas meilleurs que les systèmes de paiement d'autres pays. Donc, il n'y a pas une espèce d'industrie particulière, une fierté nationale qu'on devrait protéger qu'autre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans le français qui, en même temps, peut être extrêmement râleur, qui, en même temps, peut être extrêmement contestataire et avoir de l'énergie, être un peu gaulois, si j'ose dire ça comme ça. Mais en même temps, il ne faut surtout pas que son voisin dise du mal de lui. Donc, voilà, il y a cette espèce d'équilibre un peu bizarre. Ouais, je suis assez en phase avec ce que tu dis, hein, parce que moi qui me suis lancé il y a encore pas si longtemps que ça, hein, à peine 1 an et demi dans l'entrepreneuriat, maintenant que je suis à mon compte, c'est quand même très compliqué, on n'est absolument pas préparé à ça. On subit aussi effectivement le pourquoi on fait ça, pourquoi on prend autant de risques, alors que finalement on fait quelque chose qui nous passionne et on est plus heureux en faisant ça, même si on gagne des fois un peu moins. Enfin, il y a pas que l'argent, et on a quand même un prisme argent qui est à la fois très important et aussi tabou. Tu le mentionnais, je trouve ça très, ça a vraiment du sens ce que tu as dit. Euh, et donc moi je suis totalement en phase avec ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois pas préparé, on manque d'éducation là-dessus, et c'est tabou. Et bon, il y a un cocktail qui fait que finalement c'est logique qu'on ait que 8%, même si ce chiffre est dingue quand tu le mentionnes, quand tu le mets en comparaison avec les autres pays en fait. C'est surtout ça qui me choque. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis sur le côté masse critique, où à un moment donné, ça va sans doute, il va y avoir un point de bascule peut-être où Mm. là aussi où Bitcoin était tabou, les cryptos étaient tabous, à un moment donné, bah, voilà, l'adoption va faire que ça va sans doute se généraliser dans les esprits. Mais moi, je pense aussi qu'à un moment donné, on voit des ETF qui commencent à pointer le bout de leur nez, on voit des fonds d'investissement qui investissent beaucoup, et inévitablement, la pub va changer, le message va changer. Oui. Et là aussi, ça va finir par convaincre les fameux quelques personnes qui manquent. Alors bon, ce sera aussi tourné autour de la spéculation, hein, parce qu'on est sur de la finance et tout. Mais je pense que ça va aussi être le déclic qui fait que, bah oui, la masse critique, elle va arriver aussi comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand des ETF sont lancés et que des grands fonds vont vouloir inciter les gens à investir sur des ETF Bitcoin, Ethereum et autres, eh ben, la communication sur les réseaux et la masse Mm. de communication, d'informations qui vont véhiculer, bah, le message va changer. Ça va être Bitcoin, c'est pas si mal. Bitcoin, finalement, c'est un peu vert. Bitcoin, et voilà, et ça va. On va voir, mais il y a effectivement pas mal de choses à prendre en compte, je pense, et c'est intéressant de pousser la réflexion comme ça avec Ouais, toi. On pourrait en parler, je pense, à peu près 5-6 heures facile. On facile. va quand même revenir un peu sur ton ouvrage. Tu as mentionné que on a beaucoup parlé un peu de Bitcoin, hein, de Satoshi, tout ça. Tu parles aussi, bien évidemment, je pense, des NFT et de tous les mécanismes un peu qui gravitent autour de cet univers. Tu me le confirmes? Oui, oui, tout à fait. Alors, alors attends, je sais plus combien de pages c'est. J'ai honte. Je connais même pas le poids de ma petite fille. Attendez, hop, hop. On est sur 112 pages. Alors 112 pages, tu comptes pas. Enfin, dans les 112 pages, il y a les pages de dédicaces, il y a les glossaires et tout ça. Donc il y a un peu moins de pages de BD. Euh, c'est vraiment très peu d'espace. Ça veut dire que j'aurais pu faire une BD entièrement sur tout ce qu'on pouvait dire sur les NFT. J'aurais pu faire une BD entièrement sur tout ce qu'on pouvait dire sur la finance centralisée. J'aurais pu faire une BD entièrement que sur Bitcoin, que sur Ethereum et smart contracts et effectivement les infrastructures à applications décentralisées, donc Ethereum et toute la bande. Donc il a fallu faire un choix. On axe quand même pas mal sur Bitcoin parce que je pense que il n'y a pas que le marché, il y a beaucoup de choses en fait que Bitcoin a en promesse, a en valeur, qui a encore du mal à se cristalliser dans les autres écosystèmes. Je parle
un petit peu des NFT quand même, c'est pour ça qu'elle est étudiante en art, parce que c'est quelque chose, à mon sens, qui est un truc qui est totalement incompris de la population. Enfin voilà, on a souvent en fait, on associe le NFT à l'image, alors qu'en fait, de mémoire, je crois que c'est même pas un petit pourcentage des NFT qui sont imagés. Les autres les NFT servent à des très nombreux usages, notamment en finance centralisée, et c'est pas une image, c'est autre chose. Donc ça, c'est un point c'est-à-dire qu'on a laissé une minorité parler au nom de la majorité, ce qui arrive malheureusement trop souvent dans nos sociétés. Et troisième point, la finance décentralisée, on en aborde un tout petit peu à la fin, mais pas beaucoup parce que c'est quand même pas, c'est pas un objet simple à comprendre. Donc en fait, l'idée qui était, c'est de suivre un peu le bull run, de suivre effectivement quand ces choses-là étaient intéressantes. Donc on parle un peu de tout. On commence et on finit avec Bitcoin au niveau de la bande dessinée. Et au milieu, effectivement, on traverse les différents autres éléments. Et j'ai essayé de reproduire chez Alice, en fait, un comportement qui arrive très souvent, qui est que en période de bull run, on est un peu des chatons au milieu d'un nuage de papillons. Ça veut dire qu'on va très simplement être attiré par plein de petites choses, qu'on va oser voler en super, enfin, qu'on va oser gratter en superficie. Et en fait, c'est un peu ça ce qui se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour être un expert en DeFi, il faut quasiment se focaliser que dessus. Aujourd'hui, pour être un expert en NFT, il faut quasiment en faire son métier. Alors que, en fait, quand on traverse un bull run, bah, on goûte un peu tout au buffet. Et ben, c'est un peu ce qui s'est passé avec la bande dessinée, avec Alice au pays des cryptos. C'est-à-dire qu'on goûte un peu à tout le buffet et on donne suffisamment de gens vous dire c'est ça. Par contre, si ça vous intéresse, je vous promets qu'il y a tout un monde derrière. Donc c'est ça qui est important. Et pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure pour les médias, juste 2 secondes. Internet au début était diabolisé parce que en fait n'avait pas d'intérêt économique fort. Il y avait le rapport Terry. Je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on pouvait prendre un truc comme le rapport Terry, ça dit en passant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on a vu qu'il y avait de l'économie derrière, qu'on pouvait faire du e-commerce, déjà, HTTPS est devenu légal, c'est-à-dire qu'on avait le droit de chiffrer nos données sur Internet, alors qu'avant c'était interdit. Et l'e-commerce a explosé, et donc avec toute l'énorme croissance économique que ça a eu lieu, on dit que la Poste allait disparaître. Ben, je pense que la Poste bosse plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'avec tous les colis qu'elle doit envoyer, et même elle seule ne suffit pas, il faut des concurrents privés autour. Et en fait, ce qui est particulier avec Bitcoin, c'est que ben, c'est pas une entreprise derrière. L'être humain réagit plus facilement au danger et au mal. Ce qui veut dire que si demain, toi et moi, on est journalistes et on fait un article qui démolit Coca-Cola, ben, on va mourir, on va se faire démolir par un service juridique. Par contre, si demain, toi et moi, on fait un article qui démolit Bitcoin, on va se faire emmerder par qui? Même si on fait un article qui démolit Ethereum, on pourrait se faire embêter par des fondations Ethereum. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Internet n'est pas une entreprise, donc on peut dire autant de mal qu'on veut de lui, il n'y a pas de danger. Il y a pas, Bitcoin ne remplit pas des bannières publicitaires des journaux, donc le journal n'a aucun risque financier à dire du mal de Bitcoin. Et par contre, voilà, peut-être que le journal a plus de mal à dire du mal d'une autre entreprise, qui est peut-être tout aussi discutable, mais elle ne le fait pas parce qu'elle a un risque financier dessus. Donc c'est ça aussi la particularité qu'il y a, c'est qu'on a un bouc émissaire parfait, on peut dire tout le mal qu'on veut sur lui, et comme tu as dit tout à l'heure, il y a une certaine ignorance de la part des gens. Absolument et ça me fait penser encore à autre chose. Ben là, on part un peu dans des choses un peu plus loin, mais ça me rappelle la Surfing Bitcoin aussi. Il y avait un sujet aussi comme ça en disant: «Mais il y a de plus en plus de gens quand même en France, qui ont des cryptomonnaies, même un peu en Europe, un peu partout dans le monde» et qu'à un moment donné, même au niveau des élections, OK, la partie crypto va tôt ou tard pointer le bout de son nez dans les Bien programmes sûr. électoraux et à un moment donné, il faudra pas non plus trop déconner avec ceux qui sur la crypto parce qu'il y aura peut-être 10, 15, 20, 35% de la population qui en auront Mmh. et forcément le discours va s'ajuster et ainsi de suite. Donc en fait, on voit qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels ça peut, s'améliorer et bon, c'est très vaste comme sujet, mais en tout cas, ouais, fantastique ta BD, j'ai vraiment hâte de la parcourir. Est-ce que tu peux nous donner des petites informations sur quand est-ce qu'elle sera disponible? Où est-ce qu'on pourra se la procurer? Comment ça va Alors, s'organiser dans les prochaines semaines? comment on va s'organiser pendant les prochaines semaines, puisque les choses arrivent? Alors, officiellement, elle sort le 6 octobre. Le 6 octobre, elle est sur les rayons, hein. Il y a une séance dédicace qui se tient le 6 octobre pour fêter cet événement. Je n'y serai pas à Lyon, séance de dédicace avec Nicolas Ballas. Le lendemain sur Paris, à Nation, on mettra le lien sur les commentaires. Donc 7 octobre, donc c'est un samedi, après-midi, à BSNet Nation, qui est une petite librairie très sympathique. En fait, il y a une séance dédicace où Nicolas et moi, on sera là. Pour l'occasion, il n'est même pas impossible qu'on offre des NFT par l'intermédiaire d'un marque-page. On est en train d'essayer de mettre ça en place. J'espère que ça sera prêt à temps.
Et pour faire plaisir à l'écosystème, parce que là on est dans une librairie, on va dire un peu classique, un peu ordinaire, bien qu'aucune d'entre elles ne le soit vraiment. On a NFT Factory qui a accepté de nous héberger aussi pour une séance de dédicace la semaine d'après, donc le 14 octobre. Voilà. L'après-midi, il faut que je vois exactement l'heure. Et donc voilà, c'est ça aussi de permettre en fait aux personnes de venir à notre rencontre, de passer un petit moment avec aussi des passionnés, puisque j'imagine qu'il y aura principalement des passionnés qui viendront à la séance de dédicace, donc j'espère que ça fera un petit événement. Et naturellement, vous pouvez aussi vous les précommander. On peut déjà les précommander sur la majorité des plateformes à laquelle vous avez l'habitude, et vous les livrez et seront expédiés, j'imagine, dès que la sortie arrivera. Impeccable. Bah, donc ceux qui sont dans le coin là, du côté de Paris, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour être présent, pour avoir la dédicace. Ça sera un événement super sympa. Bon, moi, je suis dans le sud-ouest, donc ça fait un peu loin. Mais si Mhm. jamais tu passes à l'occasion dans les 6 prochaines années, n'hésite pas. Et moi, il faut que je te dédicace aussi les miens au passage. Donc comme ça, Bah, on on réglera va un peu tous, nos comptes. on va tous les deux venir avec un sac à dos, ça va être très bien. C'est ça, exactement. Est-ce que, petite question, ça te donne envie d'en écrire une autre ou de te lancer dans un autre projet à tout hasard? Alors, c'est une vraie question. C'est vraiment une vraie question. Déjà, la première, je vais avoir plusieurs éléments de réponse enfin, j'ai plusieurs indices pour savoir si je le fais ou pas. Euh, J'aime l'idée que ça marche parce que j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de cœur et j'ai vraiment fait en sorte de rendre un objet accessible qu'on puisse offrir. Il est possible que ça ne marche pas. Si ça marche, bah, il y a la logique de se dire, bah, des bull runs, normalement, si tout se passe bien ou mal, ça dépend de quel côté on se place, il y en a tous les 4 ans. Donc on peut faire l'histoire tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, vous avez eu Alice, la première qui a effectivement raconté le bull run, bah, 4 ans plus tard, Alice raconte l'autre bull run. Voilà, elle a grandi, elle a appris des choses. Vous pouvez lire le premier volume et le deuxième volume. Ça peut être intéressant, ça peut être une idée comme ça. Il faut voir aussi si Nicolas Ballas a du temps, hein, parce que de son côté, c'est un professionnel d'activité. Il faut aussi que lui se libère énormément de temps. Pour quelques heures que je passe à écrire une histoire, lui, il passe peut-être le double à la dessiner, hein, donc c'est pas forcément évident pour lui non plus. Et à côté de ça, il y a aussi le fait que beaucoup de personnes disent que c'est le premier livre, la première BD qui est un peu difficile. Après, on prend le pli, on sait comment ça va se passer et c'est plus simple. Et ça ne prendra peut-être pas autant de temps. Il y a aussi une autre particularité, c'est qu'elle ira grandi. On a quasiment doublé le nombre de parcours depuis que j'ai commencé à écrire la bande dessinée. On bosse avec, maintenant quand on a des séances de soutenance, on est quasiment avec 40 jurys, 40 projets en même temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est une passion qui me dévore dans le bon sens du terme, puisque transmettre la connaissance est ma vocation. Et donc, il n'est pas toujours évident que je puisse trouver le temps de faire ça correctement. Et moi, quand je veux faire les choses, il me tient à cœur qu'elles soient bien faites. Donc, si je sais que j'ai pas le temps de le faire, je ne le fais pas. Mais si c'est pas impossible, et je pense que ça me ferait énormément plaisir de renouveler l'expérience si l'occasion se présente. Oui. Eh ben, écoute, je suivrai ça avec attention, hein. En tout cas, essaie de prendre quand même un peu de repos, hein, parce que tout ça, c'est bien beau, mais ça pompe de l'énergie quand même, hein. Donc, Bah oui. félicitations en tout cas. Et je crois que, je m'avance peut-être un peu, mais est-ce que tu serais chaud pour offrir un exemplaire à la communauté qui écoute ce podcast et qui me suit sur les réseaux? Parce que je pense que c'est l'occasion rêvée de mettre ça en avant. Oui. Alors, je vais te répondre par un sentiment que j'ai souvent à ce sujet-là. Euh, il y a toujours cette grande logique dans notre écosystème du giveaway, hein, du airdrop. Et en fait, parce que j'en suis marchand et artisan, un token est un token, mais le savoir est la plus grande des richesses qui jamais personne pourra vous enlever et qui est incensurable. Donc, il n'y a rien de plus beau à mes yeux qu'un airdrop de livres. Et si effectivement la passion qu'on éprouve effectivement pour cet écosystème fait que pour une raison quelconque, on est heureux de voir des livres tomber du ciel, bah, je participerai à cela. Donc bien sûr, tu peux compter sur un exemplaire. On essaiera de faire en sorte même qu'il soit dédicacé à celle ou celui qui le gagnera. Ce serait fantastique. Bah, merci beaucoup, Daniel, pour ça. Et dans cet esprit, moi, on sait, hein, je pense que l'audience le sait maintenant, que j'offre aussi pas mal de livres. Et enfin, mes livres, c'est plus simple, hein, quand c'est ses livres. Et ben, je me rajouterai à ce beau giveaway. J'en profiterai pour offrir un livre. Alors, je sais pas encore lequel, si c'est un livre à moi ou un autre livre que j'adore sur Bitcoin. Mais voilà, je me joindrai à ce giveaway parce que c'est super sympa de ta part. Donc, comme ça, l'audience aura en plus un ou deux livres de mon côté. Donc, ça va faire un très, très beau airdrop de livres, de culture et de Orange Peel, comme on dit. Bah, en tout cas, merci Voilà. Daniel. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter, une information à préciser? Tu as carte blanche pour les 2 dernières minutes. Vas-y, lâche-toi. 2 dernières minutes. Alors,
Je vais juste expliquer un point. J'ai commencé à me passionner pour l'éducation en 95 lorsque j'ai vu un article qui disait un mal fou d'Internet et qui profitait naturellement de l'ignorance des gens pour dire n'importe quoi dessus. Et comme Internet ne remplissait pas les bannières publicitaires de cette époque-là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Euh, j'ai sainte horreur de celles et ceux qui abusent de l'ignorance des gens pour leur transmettre une opinion très intéressés, et il y a des gens dont le métier est de faire adopter leur opinion aux autres. Euh, il y a une liberté humaine formidable chez l'être humain qui est de pouvoir penser par soi-même. Donc, refusez le prêt-à-penser. Et à un moment donné, quand vous pensez qu'une question est importante, offrez-vous, parce que c'est un cadeau que vous faites, le temps de lire, de réfléchir, d'écouter quelques podcasts. Il y a du contenu audiovisuel, YouTube, partout. L'écouter, écoutez le parti A, le parti B, le parti C, enfin écoutez tous les sons de cloche et construisez votre propre pensée. C'est extrêmement difficile ce que je vous dis parce que on n'a pas le temps. Mais en fait, vous devez le prendre parce que sinon, vous ne vivez pas dans votre monde, vous vivez dans le monde que quelqu'un a pensé à votre place. Et ça, c'est pas bien. Vous ne devez pas vivre dans le monde que quelqu'un a pensé à votre place. Incroyable mot de la fin. Merci Daniel, c'est vraiment à ton image et à tout ce que tu apportes sur cet écosystème et sur l'éducation crypto et blockchain au sens strict. Enfin, vraiment, Alira a de la chance de t'avoir parce que tous les échos que j'ai à propos de toi sont vraiment fantastiques. Merci encore pour ta présence aujourd'hui. Merci pour le beau produit que tu as réussi à apporter à notre attention et qu'on a hâte à la fois d'offrir sur mes réseaux prochainement. Donc, soyez attentifs. Mais en plus de pouvoir l'acheter un peu partout, en ligne, en boutique physique, ça va être super. Et j'espère vraiment que cet ouvrage pourra être dans des lycées ou vraiment dans le plus de mains possible pour démocratiser d'une belle façon les valeurs de la blockchain, de Bitcoin, du Web3 et tout ça. Donc bravo encore à toi. Et puis à la prochaine, on a déjà fait un deuxième aujourd'hui, peut-être un troisième dans quelques mois. En tout cas, c'est toujours aussi passionnant. Merci beaucoup Daniel. Salut à tous, salut à toi. Merci Thibaut. Au revoir à tous.